Il y a des livres qui ne sont pas de simples livres. Ce sont de véritables manuels qui ont façonné des rois, des révolutionnaires, des présidents. Aujourd'hui, on se plonge dans l'un d'eux, peut-être le plus influent de tous, les vies parallèles des hommes illustres de Plutarque. Et vous allez voir, ce n'est pas juste de l'histoire. Non, c'est bien plus. C'est une plongée, une exploration au plus profond de l'âme humaine, du caractère, de la vertu et bien sûr de l'ambition. Jetez le corps où vous voudrez. Pour ma part, je n'en porte pas le deuil. Imaginez la scène. Le consul Horatius est en plein milieu d'une cérémonie sacrée, la consécration du temple de Jupiter. Et là, quelqu'un l'interrompt, pour lui annoncer que son fils vient de mourir. On s'attend à ce qu'il s'effondre, n'est-ce pas? Eh bien non, sa réponse est d'une froideur, stoïque, presque inhumaine. Voilà, c'est ça qui fascinait Plutarque. Ces moments de bascule, ces moments extrêmes où le caractère d'un grand homme est mis à nu, sans aucun artifice. Alors, quel est notre programme pour explorer cet univers? C'est simple. D'abord, on va voir en quoi consiste sa méthode et pourquoi elle est si géniale. Ensuite, on plongera dans la fabrique des héros, la formation du caractère. Puis, on passera de l'individu à la société, aux lois qui la façonnent. On verra aussi comment les grands hommes font face au coup du sort et à leurs propres failles. Et pour finir, on se demandera pourquoi, 2000 ans après, cet héritage est toujours aussi puissant. Allez, c'est parti. Entrons dans le vif du sujet. Ces fameuses vies parallèles. Qu'est-ce que c'est, au juste? L'idée de Plutarque, elle est tout simplement géniale. Vraiment. Il ne se contente pas de raconter la biographie d'un type célèbre, non. Il fait quelque chose de beaucoup plus malin. Il prend un grand grec, disons l'athénien Thémistocle, et il le met en miroir, face à un grand romain, comme le général Camille. Le but, ce n'est pas de faire un simple cours d'histoire, pas du tout. C'est de faire une sorte d'étude de psychologie morale. En fait, il pose les questions qui nous obsèdent encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait la grandeur d'une personne? Et à l'inverse, qu'est-ce qui la détruit? Et ça nous amène directement au cœur du réacteur de la pensée de Plutarque, la formation du caractère. Pour lui, c'est clair. Un héros, ça ne naît pas tout fait, ça se fabrique, ça se forge. Et pour nous faire comprendre cette obsession pour le caractère, il nous emmène dans un endroit, disons, radical. Le lieu le plus extrême qui soit, la cité de Sparte. En nous racontant la vie de Lycurgue, le législateur de Sparte, Plutarque nous décrit un système éducatif. Franchement, pour nous aujourd'hui, ça paraît d'une cruauté absolument insensée. L'objectif, ce n'était pas le confort, et encore moins le savoir académique. Non, le seul but, c'était de forger des corps et des esprits de fer. Des individus capables de tout, mais vraiment tout, endurer pour le bien de l'État. Et le processus, il était implacable. Pensez-y, dès 7 ans, les garçons sont arrachés à leur famille. Fini. À 12 ans, on leur donne une seule cape pour toute l'année. Pour dormir, ils se débrouillent. Ils doivent couper eux-mêmes des roseaux au bord du fleuve à main nue pour se faire un lit. Mais le plus fou, c'est qu'on les encourageait à voler leur nourriture pour survivre. Le message était limpide. La faute, ce n'est pas de voler. La seule et unique faute, c'est la faiblesse. La faiblesse de se faire prendre. Et ça donne des résultats terrifiants. Plutarque raconte cette anecdote, sans doute la plus célèbre et la plus glaçante de toutes. Un jeune garçon vole un renardeau et le cache sous sa cape. Pour ne pas se faire prendre, il se laisse l'animal lui déchiqueter le ventre avec ses griffes et ses dents jusqu'à en mourir. Il préfère mourir dans d'atroces souffrances plutôt que de révéler son vol. Quand on entend ça, on comprend tout de suite un peu mieux la réputation des soldats spartiates, pas vrai? Bon, on a vu comment on forgeait un individu. Maintenant, changeons d'échelle. Passons de l'éducation de la personne à la construction de la cité tout entière. Plutarque est fasciné par les lois. Pour lui, c'est simple, les lois, c'est l'architecture invisible. C'est ce qui soutient ou fait s'effondrer toute une civilisation. Et pour illustrer ça, il prend un exemple d'une radicalité absolue. Imaginez une seconde. Pour éradiquer le luxe et l'inégalité à la racine, Lycurgue, toujours lui, prend une décision complètement folle. Il interdit l'or et l'argent. Fini. À la place, il impose une monnaie de fer très lourde et qui n'a absolument aucune valeur en dehors de Sparte. Et les conséquences, elles sont immédiates et spectaculaires. D'un coup, plus de commerce avec l'étranger. Les artisans qui fabriquaient des objets de luxe, ils n'ont plus de clients. Le luxe, privé de son carburant, l'argent, c'est juste éteint, comme ça, de lui-même. Ça ne servait plus rien d'être riche. On ne pouvait ni dépenser son argent, ni le montrer. Pour Plutarque, c'est la preuve ultime qu'une seule loi, si elle est bien pensée, peut transformer une société du tout au tout. Et c'est là, précisément, que son concept de vie parallèle prend tout son sens. Vous voyez, il met en face à face le modèle de Sparte, celui de Lycurgue, et le modèle d'Athènes, celui de Solon. D'un côté, on a une ingénierie sociale radicale, totale, de l'autre, une approche plus en équilibre.
Selon lui, il annule les dettes pour calmer le peuple, d'accord? Mais en même temps, il crée un deuxième conseil pour que le pouvoir populaire ne s'emballe pas. Deux visions de la politique, deux manières de construire une cité, mises là, en miroir, l'une à côté de l'autre. Mais voilà, même les hommes les plus forts, même les cités les mieux organisées, ne sont jamais à l'abri du destin. C'est l'autre grande fascination de Plutarque, le rôle de la fortune. Cette force complètement imprévisible qui peut transformer le plus grand des succès en désastre absolu en un claquement de doigts. Et pour nous le montrer, il nous raconte une des plus grandes tragédies militaires de l'Antiquité, l'expédition athénienne en Sicile. Imaginez, l'armée d'Athènes, la plus puissante du monde, est là, pleine de confiance. Mais elle s'enlise dans un siège qui n'en finit pas. Alors, pour s'en sortir, le général Démosthène tente un coup de poker. Une attaque surprise, en pleine nuit. Au début, ça marche. Le plan est parfait. Mais dans le noir, dans la pénombre, c'est le chaos qui s'installe. Les soldats qui reculent percutent ceux qui avancent. On ne sait plus qui est qui. Amis? Ennemis? Plutarque décrit une scène d'horreur, de confusion totale, des soldats qui s'entretuent sans le savoir. La retraite organisée devient une déroute, un massacre. C'est un désastre complet, provoqué par un mélange de malchance et d'erreur humaine. Mais face à cette fortune parfois si cruelle, certains personnages de Plutarque révèlent une grandeur d'âme qui force l'admiration. Prenez le général romain Paul-Émile. Il vient de remporter une victoire totale, écrasante. C'est le jour de son triomphe. Et pourtant, en plein milieu de son discours, il révèle une tragédie personnelle. Il vient de perdre ses 2 derniers fils. Mais au mieux de crier à l'injustice, il interprète ce drame comme un sacrifice nécessaire. Il dit en substance « La fortune s'est vengée sur moi, sur ma famille, pour épargner la cité de Rome ». Et ça, c'est peut-être la leçon ultime de Plutarque. La vraie grandeur, c'est de réussir à trouver un sens, même à la souffrance la plus absurde. Tout ça nous amène, logiquement, à la conclusion. La question est simple. Pourquoi? Pourquoi, 2 millénaires plus tard, est-ce qu'on continue de lire Plutarque? Qu'est-ce que ce livre a encore à nous dire? Eh bien, tout simplement parce que les vies parallèles, c'est beaucoup, beaucoup plus qu'une simple collection d'anecdotes. C'est devenu, au fil des siècles, un véritable manuel de leadership, un guide de psychologie humaine. Shakespeare y a trouvé toute la matière pour ses plus grandes tragédies romaines. Les révolutionnaires français, les pères fondateurs américains, ils l'ont tous lu et relu pour comprendre comment fonctionne une république, pour identifier les dangers de la tyrannie et pour se rappeler l'importance de la vertu en politique. Et ça nous laisse avec une dernière question. Une question pour nous, aujourd'hui. Si Plutarque écrivait ses vies parallèles à notre époque, qui choisirait-il? Qui mettrait-il en miroir? Un entrepreneur de la tech face à un grand explorateur? Une scientifique face à une immense artiste? Et surtout, quelles seraient les vertus, les qualités humaines qu'il jugerait essentielles pour affronter notre monde? C'est peut-être ça, au fond, le plus grand héritage de Plutarque. Ce n'est pas de donner des réponses, mais de nous forcer à nous poser la bonne question. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, une vie qui vaut la peine d'être racontée?